Bien voilà. Nous abordons donc la deuxième partie de ce colloque avec des thématiques mises en débat et en échange avec le panel d'experts, le panel de professionnels ainsi que la salle. La première de ces thématiques sera les défis et les enjeux du vieillissement et la deuxième partie permettra d'échanger quant à la création d'une filière wallonne de Silver Economy. Cet échange permettra évidemment de nourrir le débat et de nourrir ce fameux débat qui doit venir prochainement ici au Parlement de Wallonie sur la proposition de résolution initiée par le CDH et qui a été co-signée par l'ensemble des groupes politiques de ce Parlement. Le débat, je pose un peu les modalités pratiques. Ici, le débat sera articulé autour de plusieurs questions. Chacune d'entre elles sera d'abord prioritairement adressée aux spécialistes, aux experts, afin qu'ils puissent donner leur point de vue sur le sujet. Et puis après, nous aurons un échange entre experts politiques et la salle. Alors, pour ce débat, nous accueillons, pour cette partie d'échange et ces débats, nous accueillons Peter Windlove Jensen, qui est chef adjoint de la DG Connect de la Commission européenne. Monsieur, voilà, ici, voilà. Alors, sachez que Monsieur Windlove Jensen comprend bien le français, mais a plus de facilité à s'exprimer en anglais. Donc, voilà. Nous accueillons également Monsieur Jérôme Pigné, président de la Silver Eco, donc le portail national de la Silver Economy en France. Nous accueillons le docteur Jean-Bernard Gillet, directeur médical du CHU Bruckmann. Philippe Ledan, on a eu l'occasion de l'écouter tout à l'heure, président du comité économique et social de la Grande Région et vice-président du CEMLux, blogueur aussi. Vous pouvez aller voir sur Internet. On accueille Cyril Brard, personne référente pour les technologies auprès de DNEO, le mouvement social, je dis bien, des aînés auprès des mutualités, de la mutualité chrétienne. Monsieur Urvois Isaac, Christophe de son prénom, voilà, directeur de Senior Agency, une agence spécialisée du marché du senior, et oui, ça existe. Madame Anne-Sophie Parent, secrétaire générale de la plateforme AGE, plateforme européenne des personnes âgées et réseau européen qui regroupe près de 150 organisations de personnes âgées plus de 50 ans. Jean-François Dondelet, secrétaire politique du syndicat des indépendants et PME. Monsieur Alain Legros, voilà, consultant en Silver Economy. Et enfin, Christiane Bunen, directrice de Build for Next Generation. Je ne sais pas où. Voilà. Merci Madame Bunen. Donc voilà, les intervenants, nos experts, le panel d'experts pour répondre à nos questions sur la Silver Economy, leur position, leur vision. Première de ces thématiques dans ce débat, les défis et enjeux du vieillissement. Nous le savons, le papy boom, comme certains le nomment, a aujourd'hui remplacé le baby boom de la fin de la Seconde Guerre mondiale. En Belgique, selon le Bureau fédéral du plan, les 67 ans et plus représenteraient 14,7% de la population en 2000. Ils devraient représenter 22,6% de la population en 2060, soit plus d'une personne sur 5. Les défis liés à ce vieillissement de la population sont importants, auxquels différents acteurs tentent de répondre, les pouvoirs publics, le non-marchand, mais également les acteurs économiques, on en a preuve ici, qui proposent des biens et services innovants pour les aînés. Alors la première question de cette partie thématique, quels sont aujourd'hui les besoins exprimés par nos aînés? Quelles réponses les acteurs publics non marchands et économiques peuvent-ils y apporter? Vous avez les questions figurent sur des slides qui sont diffusés sur les écrans. Donc, quels sont aujourd'hui les besoins exprimés par nos aînés? Quelles réponses les acteurs publics non marchands et économiques peuvent-ils y apporter? On va
si vous voulez bien se tourner vers Cyril Brard. Vous êtes donc membre d'Eneo, le mouvement social des mutualités chrétiennes dédié aux aînés. Quels sont, selon vous, les besoins principaux des aînés en situation de dépendance ou non? Faut que j'appuie. Ah oui, c'est bon. Bonjour à tous. Flatté qu'on me qualifie d'expert, mais je ne sais pas si je peux vraiment me qualifier d'expert en ce qui concerne le vieillissement. Et donc j'avais vu qu'on attendait donc un représentant des mutualités chrétiennes. Donc moi je suis vraiment pour la SBL Eneo et donc je vais vraiment plus être sur cet aspect plus social. Et Eneo, c'est à la base, c'est vraiment un mouvement qui vient du loisir, vraiment un mouvement du terrain. Précisons quand même que vous êtes satellite. Que je suis satellite. Eneo, satellite de la mutualité chrétienne. Oui, tout à fait, c'est dans le giron de la mutualité chrétienne, voilà. Effectivement. Et donc les principaux besoins des aînés, en fait, je ne vais pas être redondant avec tout ce qui avait été dit ce matin. Il y a évidemment, ils désirent rompre l'isolement, ils désirent communiquer, ils désirent s'informer. Il y a beaucoup de besoins qui sont liés aux nouvelles technologies. Mais il y a aussi, par rapport aux thématiques de la santé, un réel besoin d'autonomie, que ce soit donc à leur domicile, que ce soit pour pouvoir rester à domicile et que ça puisse et qu'ils puissent aussi se déplacer dans la vie de tous les jours. Et moi, s'il y a quelque chose sur lequel j'aimerais faire prendre conscience, en fait, c'est que pour le moment, nous on considère à Eneo que le maintien à domicile est encore un choix. Et on se demande si en fait ce maintien à domicile ne va pas être plus tard imposé compte tenu de la pénurie des places en maison de repos, compte tenu des coûts prohibitifs aussi de certaines maisons de repos, du manque de personnel soignant, etc. etc. Donc on s'interroge sur ce maintien à domicile et s'il n'y a pas si le terme ne pourrait pas avoir un espèce d'effet pervers dans le sens où on va maintenir les gens chez eux parce qu'on n'a pas le choix, on n'a pas de place pour les mettre ailleurs. Et par rapport à cette thématique, nous on a travaillé il y a 2 ans de ça chez Eneo sur un projet qui était sur les gérontechnologies, donc les technologies d'assistance pour les personnes âgées, où on s'est rendu compte au final que c'était principalement des technologies pour des personnes qui souffraient de déficience, donc pas nécessairement au final des aînés. Et on s'interrogeait sur les problèmes éthiques en fait liés à ces nouvelles technologies. Et en s'interrogeant là-dessus, en fait, on s'est rendu compte que les aînés avaient vraiment un besoin d'information. Un besoin d'information au niveau des nouvelles techno, car certains étaient vraiment en plein dans la fracture numérique, n'avaient pas eu l'occasion de pratiquer l'informatique, donc ne savaient pas déjà comment s'en servir. Et ensuite, au niveau du matériel qui permette le maintien à domicile, on se rend compte que c'est très compliqué dans le flot de dispositifs qui sont proposés. Il y en a tous les jours qui sortent. Pour un aîné, c'est compliqué de savoir vraiment quel appareil pouvoir choisir pour se maintenir chez lui. Et donc voilà, il y a un réel besoin d'information. Et je pense avoir fait le tour pour les principaux besoins des aînés que j'identifie, en tout cas dans cette Silver Economy. Pour moi, le principal besoin, c'est l'info. Voilà, merci à vous pour ces précisions. À présent, on va se tourner vers Anne-Sophie Parent de la plateforme AGE. Oui, vous pouvez allumer votre micro. AGE regroupe environ 165 organisations pour les aînés et représente 30 millions de personnes âgées en Europe. Vous avez donc une vision encore plus panoramique des besoins des aînés. Quels sont, selon vous, les besoins premiers de ces aînés? D'abord, je vais clarifier les chiffres. On a un petit peu moins d'associations membres, mais par contre, ça monte à 40 millions maintenant, la représentation par l'intermédiaire des membres. Forcément, on s'attend à ce que ça continue à augmenter vu la démographie. Mais d'abord, c'est vrai que Age est une association qui travaille essentiellement au niveau européen, mais aussi au niveau des Nations Unies et du Conseil de l'Europe. Et nos membres, donc, sont des réseaux de personnes âgées. On a aussi quelques prestataires de services. La situation est très différente. Le vécu des personnes âgées, forcément, varie énormément d'un pays à l'autre, mais aussi d'une région à l'autre. Et entre zones urbaines et zones rurales, ça, je ne vous apprends rien de nouveau. Mais il y a une chose qui rassemble tout le monde et il y a l'unanimité sur, je dirais, l'objectif des personnes âgées, c'est de continuer à s'amuser, de continuer à profiter de la vie jusqu'au bout. Et pour ça, ça veut dire qu'il faut effectivement un environnement qui permette ça. Et qu'on ait des maladies chroniques, qu'on développe des dépendances ou quoi, ça n'a aucune importance. Moi, je porte des lunettes depuis que je suis petite. Sans lunettes, je ne peux pas fonctionner. Mais avec des lunettes, je fonctionne. C'est la même chose quand vous allez développer des dépendances qui sont de plus en plus
peut-être difficiles à combiner avec un environnement de vie normal. Donc là, on a l'unanimité du réseau derrière nous pour dire qu'il faut vraiment continuer à introduire ce qu'on appelle les environnements amis de tous les âges et non pas amis des aînés comme on traduit en français. Donc ça rejoint ce qui a été dit plus tôt. On voit des tendances, la tendance au maintien à domicile qui vient parfois effectivement plus d'une préoccupation budgétaire, réduire les dépenses publiques. Le reste, après ça, si vous vous organisez différemment et que ça reste payable par votre système public, l'Union européenne ne va pas intervenir, mais il faut savoir quand même, et ça a été dit par le ministre ce matin, il y a une pression très forte pour rester dans les clous budgétaires qui ont forcément un impact très fort sur la prise en charge notamment de la perte d'autonomie chez les personnes âgées. Mais perdre son autonomie ne veut pas nécessairement dire régler les problèmes pour que vous soyez nourri, logé, mis au lit à une certaine heure et en sécurité. C'est pas ça la qualité de vie quand on vieillit. Donc, le maintien à domicile, c'est vrai que c'est la demande de la très grande majorité des personnes âgées, mais ce n'est certainement pas possible pour un groupe qu'on voit malheureusement de plus en plus à risque, car exclu des structures existantes. Pourquoi ? Parce que ce sont des cas considérés trop lourds pour les structures et les budgets dont ces structures disposent et le personnel dont elles disposent. Donc là, on tire la sonnette d'alarme parce que on voit, et on est très content de voir une évolution qui va de plus en plus vers une diversité d'offres, vers des solutions justement pour continuer à profiter de la vie jusqu'au bout. Mais on s'occupe beaucoup des 80% que vous avez vus sur la présentation précédente. Ceux qui sont encore actifs et qu'il faut maintenir actifs et en bonne santé, parce qu'il faut savoir qu'on vit malheureusement en mauvaise santé pratiquement les 20 dernières années de sa vie, et c'est sur ça qu'il faut travailler, donc la prévention. Mais il ne faut pas oublier le petit groupe pour l'instant qui se trouvait tout en bas de la présentation, qui représente un groupe qui va augmenter, qui sont des gens qui ont vraiment de gros besoins. Donc pour nous, le résidentiel doit continuer à se développer, mais doit adapter son offre justement aux besoins de personnes qui sont de plus en plus dépendantes. On ne va plus, le profil des personnes en maison de retraite n'est plus le même que celui d'il y a 20 ans. Donc ça a besoin de s'adapter. Et alors, la silver economy, ça couvre tout. Ça couvre le tourisme, ça couvre le jeu intelligent, ça couvre la nutrition, ça couvre l'accès aux services publics, ça couvre les activités citoyennes, le e-government, comme on dit. Tout ça, les transports, la mobilité, le logement, tout ça, c'est énorme ce que ça peut couvrir. Et il faut savoir que quand on répond aux besoins des personnes âgées, correctement, c'est-à-dire en les consultant, on répond aux besoins des plus jeunes également, qui trouvent ça très chouette de pouvoir venir avec une poussette et prendre le train ou le métro, et qui trouvent très chouette aussi d'avoir des voitures qui sont de plus en plus intelligentes et des maisons qui finalement répondent aux besoins de tout le monde. Donc c'est ça qu'on cherche à promouvoir. Justement, de faire référence à cette globalité, alors comment combiner les réponses apportées par les pouvoirs publics, par le non-marchand et le privé ? Alors, d'abord, la réponse à apporter, il faut savoir que les compétences évoluent très rapidement. J'habite en Belgique, je suis belge, donc vous le voyez vous-même. Ça veut dire qu'il faut une adaptation des autorités publiques, qu'elles prennent conscience des nouvelles compétences qu'elles ont, de façon à pouvoir là où elles peuvent agir, mais elles ne peuvent pas agir seules. Ça, on a réussi à convaincre l'Organisation mondiale de la santé, qui a fait un merveilleux travail qu'on promeut au niveau européen avec tous leurs mouvements et leur réseau des villes amies des aînés. C'est très important, mais le niveau local ne peut pas tout régler, parce qu'il y a des compétences qui appartiennent à d'autres niveaux de gouvernance. Et c'est là où ça marche, ce sont les pays où ils ont compris ça, et vous avez tous les niveaux de gouvernance tout au long de la chaîne qui partagent la même vision et qui comprennent quelles sont leurs compétences et ce qu'elles peuvent apporter pour apporter une solution qui va rendre service, qui va vraiment pouvoir se déployer aussi très largement. Merci beaucoup, Madame Parent. Je me tourne vers Monsieur Dondelet. Vous êtes le secrétaire politique du syndicat des indépendants et PME. Quelles sont, selon vous, les réponses que les entrepreneurs et de manière générale les acteurs économiques peuvent apporter aux besoins des aînés? Est-ce que chez vous, par exemple, dans votre association, dans votre syndicat, il y a une demande? Je vous invite à
allumer votre micro. Oui. Oui, bonjour à toutes et à tous. Oui, avant de commencer dans le vif du sujet qui me concerne, j'aurais voulu d'abord faire une petite parenthèse en forme de coup de gueule. Je pense que c'est important à l'heure actuelle. On est régulièrement en contact avec des professionnels de la santé, notamment des pharmaciens, des infirmiers à domicile, des logopèdes, des kinés, qui sont le relais direct entre les personnes âgées et le milieu social, quoi. Donc voilà, on a entendu, on a calculé les économies budgétaires que la ministre de la Santé fait peser sur l'ensemble des professionnels de la santé. Les pharmaciens en première ligne de mire. Il faut savoir qu'actuellement, on assiste à un déremboursement de certains médicaments, certaines prestations liées à la plus-value de l'acte pharmaceutique et d'autres actes, des actes kinésithérapeutiques et d'autres. Voilà, mais je ne m'égarerai pas dans notre profession, mais il y a véritablement actuellement une dérégulation de l'offre de santé de proximité en Belgique qui va viser en premier lieu justement à affaiblir cette couche de la population, principalement celle du troisième âge, qui est principalement celle qui est visée par justement des difficultés liées à la santé. Comment est-il possible à l'heure actuelle, avec une pension moyenne en Belgique qui tourne autour de 1 200 € net par mois, comment est-il possible non seulement de devoir assumer des coûts supplémentaires liés au déremboursement de certaines prestations, et qu'à côté de ça, la personne âgée va devoir également, sur ses propres deniers, financer l'accès à une nouvelle économie, à des nouveaux services qui sont véritablement émergents, parce qu'on le constate tous les jours. Il y a de nouvelles formes d'aide à domicile, des nouveaux types de... Voilà, des transports à la personne qui sont proposés. Comment est-il possible qu'encore la personne âgée va devoir elle-même financer l'accès à cette nouvelle économie? Donc nous, on demande que ce soit non seulement la personne âgée, mais également d'autres institutions comme l'INAMI, l'État et les différentes entités fédérées participent également à la facilitation de l'accès à cette nouvelle économie. Donc voilà, ça c'est un point qui, je pense, est essentiel. Je pense qu'il est bon de rappeler qu'actuellement, en Wallonie et en Belgique, 2 personnes sur 3 sont incapables financièrement d'accéder d'intégrer une maison de repos. Donc il y a véritablement des personnes qui sont obligées d'envisager le maintien à domicile. Mais le maintien à domicile, évidemment, a un coût également. Et c'est dans ce secteur principalement que la Silver Economy s'inscrit. Voilà. Donc voilà, je ne vais pas revenir sur les économies budgétaires, c'est un ensemble, mais je pense que c'est important de souligner qu'actuellement en Belgique, on assiste à une augmentation du nombre de personnes âgées et corrélativement à une diminution de la qualité de leur vie, quoi. Donc voilà, je pense que c'est... Voilà. Est-ce que dans votre secteur, vous avez déjà dégagé des pistes pour renforcer les collaborations entre les PME, le non-marchand, les pouvoirs publics? Est-ce que vous avez déjà travaillé, réfléchi, avancé les pistes? Ce qu'on constate, nous, sur le terrain, c'est que les professionnels, les métiers indépendants qui commencent à un moment donné à travailler dans la silver economy n'émergent pas tout de suite. C'est au fur et à mesure de l'activité que certaines opportunités s'ouvrent à eux et qu'ils se réorientent, se dirigent vers cette économie. Il n'y a pas encore de véritable prise de conscience, alors? Il n'y a pas encore véritable prise de conscience parce que, il y a une méconnaissance des métiers qui sont en rapport avec cette économie. Non, il y a un manque d'information, il y a un manque de formation parce que c'est des métiers particuliers. Mais on constate également que beaucoup de métiers en lien avec le troisième âge, que ce soit les infirmiers à domicile, les centrales de soins à domicile, ont des difficultés liées au fait que ces activités ont un capital humain très important. Donc les charges de personnel sont importantes. Et bien souvent, ces entreprises infirmiers à domicile se trouvent, alors qu'il y a une demande véritable, se trouvent véritablement coincées parce que l'ONSS, rien n'est fait au niveau de certaines aides, en tout cas l'ONSS et tout ça sont des difficultés, des charges fixes très importantes pour ce type d'activité qui nécessite un personnel important, quoi. Et c'est ça, on a remarqué ça sur le terrain. Voilà, certains dans la salle veulent déjà réagir parmi les acteurs du secteur. Monsieur Pigné de Silver Eco, le portail français.
Merci de cette invitation. Merci à M. Fournier également de nous avoir conviés à participer. Donc, on édite également silvereco.fr, on édite l'annuaire national de la Silver Economy. Tout à l'heure, les 1850 entreprises que vous citiez, on édite cet annuaire depuis 3 ans. On fait des trophées également qui remettent chaque année, qui mettent en valeur chaque année les belles innovations en matière de Silver Economy. Et à travers le portail, on référence l'ensemble des solutions dédiées aux bienveillants. Première remarque, merci de ne pas avoir dit la personne âgée. À chaque fois, j'attends que quelqu'un le dise pour hurler. Et là, je n'ai pas besoin d'hurler parce que tout le monde a dit les personnes âgées. Et c'est pour répondre à la logique des besoins. Parce que les sachants, souvent, les grands professeurs de gériatrie parlent du sujet âgé, alors ça me fait bondir, ou alors de la personne âgée. Comme si, arrivé à 84 ans, on serait une espèce d'entité unique avec tous les mêmes besoins. Aujourd'hui, on n'a pas les mêmes besoins à 40, à 50. Il n'y a aucune raison qu'à 84, on ait les mêmes. Pour répondre à votre question sur les besoins, les loisirs, bien évidemment, les 60+, on est dans l'économie des loisirs, c'est les hédonistes, les baby boomers. Les 70+, ils sont ce que je suis en train de faire, non pas parce que j'écris mal, mais parce que je vois plus très clair. Ils sont en train de compenser. J'écris mal peut-être parce que je ne vois pas, effectivement. Ils sont en train de compenser une certaine perte d'autonomie, c'est grâce à ça qu'on a nos lunettes. Les 80+, pour répondre un peu de manière peut-être provocatrice à votre question, ils n'ont pas de besoin. C'est ça le problème, exprimé. Ils n'ont pas de besoin. Ils sont nés, je parle de la France, avec... ils ont on remplace le mot besoin par attente. Oui, mais ils n'ont pas forcément d'attente, justement. Parce qu'ils ont connu, certains, à leur naissance, il n'y avait pas l'eau courante, il n'y avait pas le chauffage, il n'y avait pas le téléphone, il n'y avait pas l'électricité, il n'y avait pas la télévision. Et ils ont connu tout ça. Qu'est-ce que vous allez poser aujourd'hui quand vous faites des focus group avec des gens de 84 ans et vous lui dites, alors, de quoi vous avez besoin? Vous dites, moi j'ai besoin de rien, j'ai le téléphone, j'ai l'eau courante, j'ai les toilettes, c'est super, j'ai une maison qui est adaptée finalement. Donc il n'y a pas de besoin exprimé. C'est une véritable problématique de la Silver Economy parce qu'en termes d'expression de besoin pour les plus âgés, il n'y a pas cette expression de besoin. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas besoin, qu'ils n'ont pas de besoin réel, entre guillemets. Donc la clé est d'ouvrir le plus largement possible, et c'est un peu notre métier avec silvereco.fr, le spectre des solutions qui existent et dire, regardez, le catalogue il est immense, faites votre choix. Faites votre choix en qualité de consommateur. C'est aussi important de faire son choix en qualité de consommateur. Les personnes âgées sont des consommateurs avec un libre arbitre. Et pour la deuxième question, je crois que la clé est dans la logique de partenariat public-privé et on a beaucoup de travail encore à faire aujourd'hui pour essayer de casser cette frontière systématique qu'on crée entre le public et le privé. Madame Parent. Ah oui, moi je ne peux pas me retenir de réagir parce que les 80 ans et plus, déjà nous on ne les met pas dans des groupes d'âge parce que ça ne veut rien dire, mais disons les plus âgés ont des besoins et les expriment, mais on ne les entend pas. C'est ça le problème. Vous savez que les statistiques, tous les panels de consommateurs, tout ça, ils s'arrêtent à 70, 75 ans max. Après ça, vous disparaissez complètement du radar. C'est ça le problème. Donc vous pensez qu'on ne dit rien. Mais croyez-moi, mes parents, ils ont 89 ans et 85 ans. Moi, je les entends tous les jours. Hein. Monsieur Urvois. Donc, je vous rappelle que Monsieur Urvois est directeur de Senior Agency. Voilà. Et je pense que, j'écoute depuis tout à l'heure, et on revient toujours à peu près sur les mêmes problématiques, et c'est les problématiques de fond sur les silver, c'est sur les seniors en général, c'est qu'on assimile les seniors à des problèmes de mobilité, à des problèmes de dépendance, et tout de suite le grand âge. Vous l'avez bien résumé tout à l'heure. Les seniors aujourd'hui, c'est une population qu'on a un peu oubliée, que ce soit les marques, que ce soit les services publics, que ce soit un peu tout le monde. On les met dans une case et de toute façon, quelque part, c'est, excusez-moi l'expression, des gens, on s'en fout. Ils sont plus dans le système, c'est pas ceux qui investissent, c'est pas ceux qui font l'avenir et tout ça. Aujourd'hui, c'est un problème de société qu'il faut recadrer. C'est un vrai problème sociétal de dire, reconsidérer les seniors, les remettre quelque part dans une vraie place dans la société. Si on fait ça, déjà, on aura fait une première base. Et aujourd'hui, c'est ce qu'ils ont besoin. Ils expriment beaucoup de choses. Et la première chose qu'ils disent, mais nous, on ne compte plus. Plus personne ne nous parle. Un politique, une entreprise, plus personne ne nous parle. Donc aujourd'hui, la première chose, leur premier besoin, c'est ça. Et c'est pas de commencer à envisager à leur place en disant « Ah, 85 ans, il ne doit plus pouvoir bouger, qu'est-ce qu'on va lui pondre ?» Non, c'est pas ça le problème. C'est juste un moment qu'ils aient une place dans la société. Monsieur Zimmer. Oui, en fait, ça me fait... Merci pour la transition. Quand je parlais tout à l'heure de retraités actifs, c'est pour ça qu'on n'utilise pas les âges. Quand je parlais de retraités actifs, on peut avoir 110 ans et être retraité actif. On peut être retraité dépendant et avoir 55 ans. Donc, en fait, la barrière de l'âge, c'est foutaise. C'est quand les gens qui commencent... moi, je suis ingénieur de formation, donc quand on imagine des solutions, si on commence par l'âge, on se plante. L'âge, ça n'a rien à voir. Ça, c'est ma première remarque.
Ma deuxième remarque, les seniors, on s'y intéresse très sérieusement, et particulièrement les gens qui sont à ma gauche. Pourquoi? Et nous, on le voit en France. Et là, dernièrement, enfin hier soir, il y avait un petit débat. Regardez l'âge moyen des hommes politiques. Regardez qui va voter. Regardez qui ne vote pas. Et en fait, on est dans un système schizophrénique. On est gouverné par des seniors, élus par des seniors, et on en oublie probablement les plus jeunes. Donc en fait, par rapport à ce que vous venez de dire, on les entend, mais peut-être qu'on veut entendre ce qu'on a envie d'entendre, ce qui est deux choses différentes. Et je pense aussi, et c'est pour en revenir par rapport à ce que vous disiez, Madame Parent, et puis j'aurais une petite remarque pour le syndicat. Vous avez parlé de la ville amie des aînés. Alors moi j'ai eu de la chance d'avoir étudié à Sherbrooke et d'avoir comme prof Suzanne Garon et Marie Beaulieu, les fondatrices de ce concept. Donc c'est très bien comme système pour faire un diagnostic de ce qu'il faudrait mettre en place. Donc on est dans le pourquoi, comment. Le comment, par contre, je reste un peu sur ma faim, parce que finalement, vous allez dire à un élu, ça serait bien d'imaginer une voirie de cette manière, l'urbanisme de cette manière, voilà, enfin un certain nombre de choses qui sont du bon sens, mais qui en fait sont très compliquées à mettre en place parce qu'ils n'ont pas forcément les solutions produits et services. Et puis après, il y a parfois, et vous le disiez tout à l'heure, un problème de volonté. Alors c'est pas politique, hein, les politiques ils raisonnent aussi de manière très pragmatique. Ils ont des budgets sur lesquels ils doivent travailler, et malheureusement des fois ils n'ont pas le budget pour le faire. Et donc du coup ça en vient à ma remarque sur le syndicat. Effectivement, nous on le voit en France, le nombre d'officines qui ferment la porte chaque année, c'est dramatique. Mais ça pose aussi une question. Elles ont été aussi placées à un moment donné dans leur vie où on était dans des pays riches où c'est pas de la négligence, mais en tout cas elles ont eu un marché très solvable parce qu'on leur a donné le moyen qu'il soit très solvable avec un remboursement parfois effréné des médicaments. Et donc la question qui se pose pour eux, c'est aujourd'hui, ils travaillent beaucoup dans une logique, mais je disais tout à l'heure, les logiques d'exploitation et d'exploration, on est en plein dedans. Ils étaient dans une logique de dépense, il faut réfléchir maintenant à une logique d'investissement avec des relations à court, à moyen et à long terme. Donc voilà, j'aurais plein d'autres commentaires, mais j'en ai déjà fait assez, je pense. Je retiens aussi, et j'en reviens à ce que M. Brard disait tout à l'heure, il y a quand même un problème de com aussi et de prise de conscience. Il n'y a rien à faire. Parce qu'on voit que tout le monde, dans les intervenants, n'est pas si vous me permettez, je mets l'expression entre guillemets, n'est pas au même niveau, quoi, hein, notamment en termes de com, ou bien de faire passer le message, de faire savoir. Une intervention ? Oui, aujourd'hui, quand on regarde, en effet, on a beaucoup de personnes qui cherchent à viser. On a une tendance qu'on voit depuis 4-5 ans à peu près avec des entreprises, avec des personnes publiques qui cherchent en effet à intervenir au niveau de cette cible, désolé du terme, mais voilà, cette cible de 55+ en général. Aujourd'hui, ce qui est mis en compte, c'est en effet qu'on n'entend pas forcément ou on ne veut pas entendre ce qu'ils veulent, et on vit dans un monde codé vers le jeunisme, fait par des personnes plutôt âgées, mais qui répond à des codes de jeunisme. Et aujourd'hui, on a une tendance à pas voir ou ne pas vouloir voir ce qui se passe et comment ça se met en place. Et en effet, après, on va chacun avoir des ressentis par rapport à les retours qu'on a et les gens avec qui on est en contact. Aujourd'hui, nous, on passe beaucoup de temps en testant des produits, en testant des marques, en discutant par rapport à des médias et des choses comme ça. Et l'élément central, et je réinsiste dessus, c'est oui, on a des choses qui sont dédiées, mais qui sont dédiées en nous catégorisant comme très âgés et en nous mettant dans la case trop loin par rapport à nos vrais besoins de seniors. Et entre deux, il y a un trou. C'est soit on est jeune, ou alors on a une famille, soit on est très âgé. Et puis au milieu, il y a un trou. Alors il y a par exemple tout simplement le passage à la retraite, qui est quand même un cap non négligeable, que ce soit financier, que ce soit psychologique. Passer du statut, je suis quelqu'un dans une société, au statut, je suis retraité. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on entend souvent les seniors qui nous disent on est jeune retraité de quelque chose. Et ça reste et ça traîne. Et ainsi de suite. Donc il y a toute une série de facteurs comme ça qui ne sont pas bien pris en considération, tout simplement puisqu'on a une stigmatisation, et je pense que le début du débat était pour ça, et c'est pour ça que je voulais intervenir, c'est qu'on l'imagine et on le conçoit immédiatement comme des problèmes de résidence-service, de maison de repos, de mobilité, d'aide à la personne à la maison, et ainsi de suite. Non. Entre deux, voilà, c'est ça. Il y a 15-20 ans où il faut les occuper, avec de l'activité, avec des choses à faire, et c'est des gens qui sont prêts à consommer. Et sauf qu'aujourd'hui, quand on ne les considère pas, et qu'on ne crée pas en effet des choses qui sont adaptées à eux, forcément, ça ne fonctionne pas. Et c'est là où la mécanique de Silver Economy prend son sens et permet de développer tout un microsystème qui permet justement de donner les moyens à des entreprises
d'intervenir intelligemment pour développer des outils et des produits qui leur sont adaptés sans les stigmatiser. Et on en parlait en venant, c'est bête, le premier mot, le premier réflexe, c'est de mettre le mot senior. Ben non, c'est pas le mot senior. Évitez ce mot-là. On va parler d'autre chose. Voilà. Mais si, on va élargir un peu le débat, si vous voulez bien, à la salle, avec des témoignages peut-être autres que ceux du panel d'experts, d'acteurs de ce monde de la silver economy. Madame, je vous en prie. Oui, je me présente tout d'abord. Oui, Laurette N. Donc je suis très active dans Eneo, les mutualités. Je voulais revenir à ces problématiques de l'âge et du concept du senior parce que concrètement, il existe toute une série de discriminations liées à l'âge. J'ai participé à une conférence d'Eneo sur l'adaptation du logement et plusieurs seniors ont relevé leur difficulté de pouvoir avoir un accès au crédit bancaire pour simplement construire, enfin adapter leur logement, tout simplement parce qu'au-delà de 65 ans, ce n'est plus possible. Je penserai par exemple au permis de conduire, à la mobilité. Alors, il y a des avantages, hein, il y a toute une série de réductions, trains, etc. Mais je pense que les discriminations sont supérieures aux avantages que l'on peut avoir. Et donc, il faut absolument agir sur cette problématique parce que j'ai entendu mardi toute une série de personnes qui étaient désireuses de pouvoir adapter leur logement et qui disaient on a encore les moyens de ne pas aller dans l'épargne, hein, on a encore les moyens de rembourser pendant 4 ans, 5 ans. Si on a 20 ans devant soi, c'est tout à fait possible, mais on ne peut plus y avoir accès. Merci Madame Dispo, j'ai vu que vous leviez le... Merci monsieur. Elisabeth Dispo de Son Bref. En fait, je voudrais dire que j'ai 80 ans et que j'ai encore beaucoup de besoins. Mais mon principal besoin, c'est la participation. Et je voudrais rejoindre Anne-Sophie Parent, qui organise ça très très bien. Et on est ici aujourd'hui, et je suis très contente d'y être, au Parlement wallon, qui a montré dernièrement qu'ils avaient un fort souci de démocratie. Mais la démocratie, elle doit aller jusqu'au bout. Et j'en ai marre quand on me dit c'est ça qu'il faudrait faire pour les aînés. Bon, j'aime bien participer et de dire ce que nous avons envie. Et nous pouvons prendre parfois en compte les problèmes économiques aussi. On n'est pas tout à fait bête. Et je voudrais dire, puisqu'on est invité par M. Fourny, que au CDH, il y a une organisation qui travaille énormément, qui est super bien, ce sont les aînés du CDH, qu'ils ont des idées, qui veulent les faire passer. Parfois ça passe, mais parfois c'est difficile. Alors je vous dirais simplement, de grâce, travaillez avec nous et que le Parlement wallon, il a fait ce qu'il devait au niveau de la démocratie, qui continue et qui nous invite, pas seulement en tirant au sort des citoyens, qui nous invite à participer à vos travaux quand ça nous concerne. Merci. Monsieur Pigné. Monsieur Pigné, avec votre regard... Je vous avais dit que c'était provocateur, donc ça a marché. Avec votre regard extérieur... Laissez-moi retomber sur mes 4 pattes. Oui. Est-ce que Madame Dispo, est-ce que les politiques totalement doivent... raison, et Madame Parent a totalement raison. Est-ce que les politiques doivent suivre l'avis de Madame Dispo? Je suis ravi d'avoir lancé le débat. Les besoins, bien évidemment, ils existent. J'ai mal peut-être terminer mon propos tout à l'heure, les besoins exprimés tels que les industriels parfois demandent à des panels, là-dessus ils sont pas bons bien évidemment, ils sont confrontés, les industriels sont parfois confrontés à une absence de besoin, sûrement parce qu'ils posent les mauvaises questions aux mauvaises personnes. D'ailleurs la ménagère de moins de 50 ans, hein, ça reste encore tu pourras le confirmer Christophe, le dossier qu'on analyse systématiquement pour les publicitaires et on s'aperçoit que c'est loin d'être le bon critère. Donc effectivement il faut lancer, on a parlé tout à l'heure, j'ai vu des logiques de Living Lab ou avec de la conception participative où on propose des projets. Mais attention aux expérimentations. C'est un mot qui est très très à la mode en France notamment, où on fait plein d'expérimentations. Moi j'ai vu passer des centaines d'expérimentations sur les bracelets de géolocalisation, des dizaines d'expérimentations sur les tablettes tactiles, et puis on lance ces expérimentations sur le bracelet de géolocalisation.
finalement, on s'aperçoit comme conclusion, c'est que ça flique un peu, merci, on le savait, hein, et que c'est quand même pas mal parce que ça permet de géolocaliser. Merci, on le savait, on n'avait pas besoin de faire une expérimentation pour ça. Il y a une grande problématique par rapport aux expérimentations, et si vous en lancez, essayons de changer de paradigme, c'est que les cohortes sont trop faibles. On fait des expérimentations à Paris notamment, et les cohortes sont de 20 personnes. Qu'est-ce que vous voulez avoir comme conclusion avec 20 personnes? En plus, on donne le produit pour le tester. C'est freudien, il faut payer quelque part à un moment, hein, pour avoir une relation de psychanalyse. Donc le fait de donner le produit, les gens l'acceptent forcément. Par contre, si l'argent que les conseils généraux en France notamment mettent dans les expérimentations, on l'utilisait pour faire des belles plaquettes et pour déjà commencer à essayer de le vendre avec un disclaimer en disant si vous n'êtes pas satisfait de ce produit au bout de X mois, X années, le conseil général s'engage à vous rembourser. Si en face de ça, malgré tous ces efforts, malgré ces belles plaquettes marketing qu'on aura lancées avec l'expérimentation, grâce à l'argent de l'expérimentation, on s'aperçoit que personne ne veut l'acheter, mais ça sert à rien d'essayer de développer le mouton à 5 pattes que parfois nos ingénieurs ont envie de développer en essayant absolument d'étudier les besoins. Il y a une vraie problématique d'étude des besoins à ce niveau-là, c'est qu'on se retrouve avec des cours trop faibles et on se retrouve avec une expérimentation qui malheureusement en France n'est pas devenue un moteur à faire évoluer les produits et à vraiment écouter les besoins, mais plutôt devenu un marché en soi, le marché des expérimentateurs. Donc il faut faire attention à ça et faire en sorte vraiment que les dossiers des expérimentations soient publiés systématiquement, que même s'ils sont mauvais, même si l'expérimentation a été mauvaise dans la façon dont elle a été conduite, il faut faire des autocritiques de manière à ce que quand on fait une expérimentation sur le bracelet de géolocalisation et qu'on a envie d'en faire une deuxième, on puisse s'appuyer sur les conclusions de la première, etc. etc. Et Benjamin, tu pourras confirmer, on en a vu des centaines passées qui ont toutes les mêmes résultats. Donc collaboratif bien entendu, madame, et encore une fois ravi d'avoir lancé le débat.